Bien. Alors, troisième point, la production à toutes fins utiles. Alors, on pense que ce type de production va être, dans les prochaines années, alors il a un peu commencé, mais il va être dans les prochaines années un puissant moteur de l'économie de l'utilité et de la transformation numérique. Alors, la définition de la production à toutes fins utiles, c'est une production qui, contrairement à la production traditionnelle, développe des produits intermédiaires en l'absence d'une demande ou avec une visibilité partielle sur celle-ci. Et contrairement à, on pourrait dire, bon, bah, finalement c'est de l'innovation, mais contrairement à l'innovation classique, cette production à toutes fins utiles compte sur des producteurs, sur d'autres producteurs, sur des surtraitants, sur un réseau de partenaires tiers pour valoriser cette production intermédiaire au travers d'une intégration, d'une distribution, d'un service à valeur ajoutée supplémentaire qui lui-même n'est pas totalement identifié. Premier exemple, les API. Alors, les API, pour mémoire, quand vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous voyez un petit sigle qui a un genre de Y allongé sur lequel on clique, enfin il y a marqué Share, hein, donc partager. On clique dessus et là on propose une fonction Embed. On a une ligne de code qui commence par iframe, on fait un copier, on le met sur son blog ou sur son site web, collé hein, en code HTML, et le résultat est instantané. On a dans son blog une vidéo, la vidéo de YouTube, qui est en incrustation directe dans le site web. Donc on appelle ça toujours le mashup. Hein, donc le terme plus générique par rapport à ça, c'est donc l'API. Autre exemple, hein, quand vous avez les likes de Facebook, les tweets, etc., tout ça sont des inclusions qui sont faites grâce à des API. Quand vous faites un où sommes-nous dans la présentation de l'entreprise avec une carte et puis un pin qui dit à quel endroit, ben voilà, une API de Mappy ou de Google Maps. Même chose avec la météo, avec les dernières news de USA Today ou encore un paiement PayPal. Bon, tout ça se fait avec des API. Alors les modèles économiques sont sont toujours des mixtes entre trois choses. La première chose, c'est l'affiliation. Sur Amazon, si vous faites une promo en intégrant une API d'Amazon sur un livre, par exemple, si un utilisateur achète un livre ou un DVD sur Amazon au travers de votre site web, à ce moment-là, vous touchez une commission en tant qu'intermédiaire, en tant que distributeur. Le terme, c'est affilié. Deuxième composante, c'est la publicité. Je parlais de YouTube à l'instant. Quand vous regardez une vidéo YouTube, typiquement, on va vous mettre quelques secondes de publicité au début de l'écran. Voilà comment l'API est rémunérée pour Google. Et le troisième type, c'est le freemium. Hein, c'est ce qu'utilise Google Maps ou Mappy, c'est-à-dire qu'au départ, c'est gratuit jusqu'à un certain seuil. Puis à partir de là, en fonction de la quantité de cartes qui auront été mis sur le site web, et bien, il y a un barème progressif pour payer cette API de manière proportionnelle à l'utilisation qui en est faite. Au niveau des entreprises elles-mêmes, ça commence à rentrer, là aussi les cabinets de conseil utilisent ça comme moteur d'une transformation numérique pour dire aux entreprises, écoutez, il y a dans votre entreprise des actifs qui sont sous-valorisés, qui sont mal exploités, et on pourrait en retirer, les monétiser au travers d'un réseau de partenaires. On ne sait pas encore très bien dans quelles conditions, mais pour faire une API autour de ça. C'est ce qu'a fait la SNCF récemment, qui a dit je fais une API dans laquelle je vais mettre à disposition, à toutes fins utiles, tous les horaires, toutes les gares, les correspondances et les retards des trains, etc. Et puis, j'attends qu'un réseau de partenaires s'en empare avec un modèle freemium. Donc, gratuit pour les petites quantités, ça permet à des startups de démarrer. Et puis après, ça sera payant si c'est Google qui les utilise.
Donc voilà ce que... Donc les API sont donc des actifs immatériels qui sont accessibles à toutes fins utiles et qui sont aujourd'hui finalement déjà devenus les briques essentielles de base qui servent au développement à un niveau de plus en plus macro d'Internet et du web, et qui commencent à utiliser dans les moteurs de la transformation numérique des entreprises. Deuxième exemple, les biens communs. Alors là, je suis un pas de plus dans la prospective, parce que là, on est dans la phase des pionniers. Alors les biens communs, pour mémoire, c'est Wikipédia, Linux, OpenStreetMap, Arduino, voilà, tous ces grands projets collectifs, ces espèces de cathédrales modernes où on met un pot commun avec des outils partagés et où chacun est invité à apporter quelque chose au pot commun et chacun peut se servir dans le pot commun. Ce modèle, évidemment, a eu un succès considérable, mais on commence à sentir que, enfin d'ailleurs on le mesure, hein, que Wikipédia est en train de s'essouffler, Linux a de plus en plus de problèmes à trouver un nouveau souffle, en fait parce que les observateurs et de plus en plus d'auteurs dénoncent des comportements prédateurs, en disant il y a une dissymétrie, parce qu'on ne mesure pas, finalement, on part du principe de la générosité, etc., et on ne mesure pas qui donne, qui prend. Et on dénonce de plus en plus les grands groupes, les grandes plateformes sur Internet et les grands groupes informatiques et aussi d'autres, de piocher beaucoup plus que ce à quoi ils contribuent. Et on dit qu'il y a une dissymétrie, donc on est dans un modèle qui n'est pas durable. Alors, soit pour s'en réjouir, hein, vous avez entendu parler du fameux Jeremy Rifkin avec son livre sur la fin du capitalisme et sur l'avènement des biens communs, en disant ben, c'est pas grave, puisque tout le monde va vivre dans les communs, et puis le capitalisme va disparaître progressivement. Bon, voilà Jeremy Rifkin. Et puis d'autres auteurs qui de l'autre côté disent attention, on est en train de partir dans une logique de prédation par un groupe de plus en plus restreint d'acteurs et une massification du chômage pour les autres. Schématisme, mais enfin les deux visions sont en place. Donc ça fait quelque temps que, en tout cas, beaucoup d'observateurs et d'acteurs s'inquiètent sur ce déséquilibre. Et en disant, bon, alors revenons à la base. Sur quoi ça s'est construit tout ça ? Et la brique de base est une brique juridique. C'est-à-dire qu'au moment où chacun de nous contribue sur un bien commun, en fait, il cède un droit intellectuel qui est écrit sous forme de licence. C'est une licence de transfert de droits et où on dit un certain nombre d'autorisations de ce qui est possible de faire avec la cession d'apport intellectuel qu'on est en train de faire. Alors j'illustre ça par le cas du Huffington Post. Alors le Huffington Post, vous vous souvenez, donc ça voulait être au départ le Wikipédia du journalisme. L'idée, c'est que tout le monde peut devenir journaliste et commenter l'actualité dans un article. Et puis après, comme on est sur un système de plateforme, chacun note, et en fonction de ça, on va mettre en avant les bons articles et on va faire disparaître les mauvais articles juste sur le principe de la mesure de l'utilité. Ça a eu un succès considérable sur la logique du bien commun, jusqu'au jour où les dirigeants de Huffington Post vendent leur société à AOL pour 315 millions de dollars. Et là, tollé général des journalistes, des contributeurs, qui disent « mais attendez, vous êtes en train de vous enrichir, il y a un très petit nombre de personnes qui sont en train de s'enrichir considérablement, sur le dos de dizaines de milliers de contributeurs qui, eux, ont apporté leur travail de manière gratuite. C'est pas normal. » Procès, et les contributeurs perdent. On leur dit, écoutez, désolé, mais vous avez cédé vos droits, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Bon. Et donc là, il y a un conflit entre, je dirais, le légal, parce que les contributeurs ont été déboutés, et cette espèce de sentiment de trahison.
Donc il faut revenir à ce moment-là, puisqu'on est dans un problème de conflit entre le légal et le moral. Bon, donc là, ils ont fait appel à des philosophes, et puis on leur demande qu'est-ce que vous pensez de la situation? Et les philosophes nous disent finalement, on est dans une logique, la logique du don contre don, qui avait été codifiée par Marcel Mauss il y a un siècle, et qui dit la chose suivante. Il dit le contrat social, la brique de base du contrat social, c'est le don contre don. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un cadeau à quelqu'un d'autre. Mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un cadeau gracieux. Et c'est là où le terme de gratuit a un double sens. C'est-à-dire c'est gratuit au sens de ça n'a pas de prix, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas gratuit au sens de ce n'est pas désintéressé. C'est j'attends, c'est obliger l'interlocuteur, d'une certaine manière, à devoir rendre, alors soit à moi personnellement, soit à ma communauté, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui fait partie de ma famille. Bon. Donc cette logique qui est le fondement même de toute société. Et en fait, en analysant un peu le sentiment de trahison qu'avaient les contributeurs par rapport au Huffington Post, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, ils ont dit, on a contribué, bon, les conditions générales, on n'a pas lu, on ne sait pas, mais en tout cas, le jour où vous monétisez ça à votre seul avantage et que vous ne nous donnez pas le retour, vous oubliez la notion de contre-don. Et c'est là où il y a un sentiment de trahison qui est complètement fondamental. Et donc, toute la question que se posent donc les observateurs des communs, c'est de dire, OK, il faut réintroduire cette notion-là dans la licence qui est apportée par les contributeurs au bien commun. Il faut arriver à exprimer juridiquement l'intention suivante. Je suis prêt en tant que contributeur à apporter ma contribution de manière gratuite, tant que ça reste dans un commun, donc de manière bénévole, dans l'échange du pot commun. Mais si jamais quelqu'un, quelque part, en retire un profit, à ce moment-là, j'en veux ma part. Je voudrais une rémunération équitable par rapport à ça. Voilà. Et ce principe-là peut s'écrire, peut se décliner, et donc ça donne lieu, aujourd'hui, à un certain nombre d'expérimentations autour de la notion de ce qu'on appelle la licence à réciprocité. On peut dire, là aussi, ça existait déjà en principe. Le principe existait déjà. En 1961, on a eu un traité de Rome qui a tranché cette question d'une manière un peu similaire pour les auteurs-compositeurs. Au moment du grand développement de la radio, on a dit, écoutez, est-ce que la radio peut diffuser ou pas la musique des auteurs-compositeurs sans être obligé à chaque diffusion d'aller signer un contrat qui va prendre 15 jours, c'est pas compatible avec le système. Et donc le traité de Rome, qui est un traité européen, a dit la chose suivante, écoutez, on impose une licence globale, c'est-à-dire qu'un auteur-compositeur ne peut pas s'opposer à ce que sa musique soit diffusée sur la radio, ou en discothèque, ou dans les bars, enfin peu importe. La radio doit reverser une part de son chiffre d'affaires à des organismes de collecte qui vont devoir répartir cette rémunération de manière équitable auprès des auteurs-compositeurs, de tous les gens, producteurs, compositeurs, paroliers, etc., et suivant, jusqu'à être capable de payer jusqu'à 1 euro ou quelquefois quelques centimes d'euros à toutes les personnes qui ont contribué à créer cette richesse collective. Et donc la licence à réciprocité, c'est une modernisation de ce principe, mais qui va prendre des proportions industrielles. En remplaçant, en étendant le droit des auteurs-compositeurs à tous les contributeurs, en étendant le droit des radios à tous les exploitants commerciaux des biens communs, et en modernisant la clé de répartition qui aujourd'hui est forfaitaire, elle est dans le marbre, en utilisant les outils et les métriques de l'utilité pour être capable de calculer en permanence quelle est l'utilité ajoutée de cette masse de contributeurs qui chacun, dans une espèce d'arborescence
gigantesques de micro-contributions et qui vont apporter à un moment donné une valeur utile à quelqu'un à un moment donné, d'être capable de rétribuer de manière rétroactive l'intégralité des contributeurs grâce à cette clé de répartition mesurée par ces nouvelles métriques de l'utilité. Donc voilà pour cet exemple des licences à réciprocité. Troisième exemple, sur l'invention. Alors aujourd'hui, l'invention a un double visage. Il y a l'invention, je dirais, sympathique de l'inventeur qui apporte une avancée. J'oublie l'heure. Vous m'arrêtez. Hein, surtout là, on parle d'invention, donc ça me concerne directement. Donc un double visage, le visage de l'inventeur qui apporte donc des avancées intellectuelles qui vont être clés pour le développement de l'innovation. Bon, ça c'est la partie utile. Et puis il y a l'autre visage qui est celui de la guerre des brevets, des patent trolls, qui lui est jugé plutôt nocif à l'économie de manière générale. Et donc, là encore, je pense que ce double visage va évoluer grâce à l'économie de l'utilité et va se pacifier au niveau économique. Ça va être un peu différent au niveau des États, mais en tout cas, au niveau des entreprises et au niveau de l'économie, ça va se pacifier. Et en prenant une nouvelle dimension. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 5% des inventions qui sont effectivement exploitées. 95%, voilà, il y a une rupture entre, dans la chaîne de l'invention à l'innovation. Alors, je reviens en quelques mots sur l'historique de la guerre des brevets. C'est en 2010, Steve Jobs qui constate qu'en voyant un smartphone HTC sous Android, il dit écoutez, Android c'est un produit volé, donc c'est une contrefaçon massive de l'iPhone. Je fais un procès et je rentre dans Samsung et Google qui est lié contractuellement à Samsung. 2012, Samsung est condamné lourdement, donc en milliards de dollars, donc jugé sans clause atténuante à une contrefaçon des produits d'Apple. Et puis derrière, il y a d'autres manches, puisque cette guerre des brevets est loin d'être terminée. Il y a d'autres manches, et en 2013, fait important, l'administration Obama soutient ouvertement Apple contre Samsung. Et là, incident diplomatique. On dit, mais attendez, on pensait que c'était une histoire entre des entreprises, ça devient des histoires entre les États. Le gouvernement coréen s'émeut de cette situation, ça crée un incident diplomatique, et derrière, on dit, ok, on a compris, maintenant on est dans une guerre économique entre États, donc c'est pas compliqué, la Corée va créer un fonds de brevets souverain doté de 350 millions de dollars et va récupérer une masse de brevets pour enclencher la guerre à un nouveau niveau, qui est un niveau entre États. Taïwan crée son propre fonds souverain dans la foulée, le Japon aussi, la France, avec France Brevet, avec un fonds qui est doté d'apports de 100 millions, puis de nouveau 100 millions supplémentaires. La Chine s'y est mise, donc maintenant la Chine est devenue le premier déposant de brevets au monde. Et donc on est en train de monter en puissance. Donc c'est quelque chose qui est un combat économique, une guerre économique qui est en train de s'intensifier. Et on n'attend plus aujourd'hui qu'une étincelle pour que la poudrière explose. Ce conflit a été anticipé. En 2012, le rapport Percheron-Terroir disait la position des économies dans la possession des brevets va peser de plus en plus dans l'allocation des investissements, de l'emploi, de la croissance au niveau mondial. Et donc, le champ de la propriété
intellectuelle devient l'occasion de contentieux et de chantage qui rapprochent le monde de l'invention d'une économie de guerre. C'est ce qui est en train de se durcir. Alors, comment tout ceci va évoluer et comment les métriques de l'utilité peuvent-elles intervenir dans ce paysage? Alors, je pense que aujourd'hui, on est d'abord dans une phase de anomalie de marché, c'est-à-dire que l'invention est sous-valorisée. Et que cette différence entre la valeur réelle et la valeur de marché, cet écart favorise la spéculation. Et en fait, les spéculateurs qui prospèrent sur cette faille sont évidemment les patent trolls. Dans la pratique, aujourd'hui, l'invention a un problème. Quand un laboratoire de recherche universitaire dépose un brevet, dans la pratique, ces brevets sont très mal exploités. On disait 95% ne sont pas exploités. Donc les inventions sont sous-exploitées et le problème, en fait, c'est juste parce que on manque de visibilité. L'inventeur manque de visibilité sur les entreprises qui pourraient avoir un intérêt à utiliser cette invention. Et de l'autre côté, les entreprises elles-mêmes n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe, ou bien quand elles en ont connaissance, parce qu'elles reçoivent une lettre en leur disant « vous auriez sûrement intérêt, etc. », le temps de comprendre de quoi il s'agit, de faire l'analyse, etc., c'est un coût qui est beaucoup trop cher pour pouvoir faire un matching entre cette offre potentielle et cette demande potentielle. Donc c'est un problème de visibilité, de compréhension, de mesure, de métrique sur ces actifs. Or, il s'avère que grâce au big data, grâce aux data analytics, il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui sont en train de donner de la visibilité d'un côté et de l'autre. Je pense par exemple à des sociétés comme Innography, ReadTech, Thomson Reuters ou encore plus récemment Haystack, qui sont des sociétés qui utilisent toutes les pratiques du big data pour donner cette visibilité et essayer de dire en sorte, aujourd'hui, de faire en sorte qu'on n'arrive plus dans une situation qui soit systématiquement conflictuelle. Le laboratoire de recherche aujourd'hui, qui a donc un inventeur non exploitant, qui doit tirer ses revenus, comme il n'y a pas de visibilité pendant des années, il faut quasiment attendre le jour où on a un contrefacteur pour commencer à dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait être un exploitant potentiel de cette invention ». Et le jour où on s'adresse à lui, on s'adresse à lui en qualité de contrefacteur. Donc c'est conflictuel dès le départ. Alors que si on avait pu anticiper ce truc-là, on aurait pu valoriser, faire en sorte finalement que l'invention soit un actif monétisable, marchandisable comme un autre. Voilà. Donc là encore, ce sont ces nouvelles métriques de l'utilité qui vont donner de la visibilité à ces brevets pour faire en sorte que le brevet devienne lui-même un actif à toutes fins utiles grâce aux nouvelles métriques de l'utilité. C'était mon troisième point. Alors je pense que ça va être le dernier vu le temps que j'ai passé là-dessus. On se garde encore 10 minutes, donc laissons un peu de temps pour les questions aussi. Oui, alors d'écouter déjà des questions et puis on fera un quatrième point si vous le souhaitez après où on rentrera directement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur l'invention? Oui. Juste problème de compréhension. Comment est-ce que la métrique d'utilité peut apparaître tant que le brevet n'est pas exploité? Alors, les outils auxquels je fais allusion utilisent les pratiques du data analytics pour faire des cartographies, tirer des cartographies sur les portefeuilles de brevets pour dire, bon, voilà, j'identifie que telle entreprise est en train de travailler sur tel sujet au travers de ses publications, au travers de ses centres d'intérêt, de la stratégie qu'elle a annoncée de développement dans tel et tel secteur, de ses savoir-faire, de ses propres brevets qui donnent une indication sur ses sujets de prédilection. Et puis par ailleurs, j'ai une base de données des brevets au niveau mondial. Et donc grâce à ces algorithmes, c'est le mythique finalement des brevets et de la technologie.
hein, où on essaye, sur la base de critères objectivables, mesurables, d'aller questionner ces différentes bases de données pour essayer de trouver des correspondances. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu, alors je parle de mythique, mais ça aurait pu être, j'aurais pu parler d'Amazon. Le moteur de recherche d'Amazon qui met en relation un consommateur et un livre, il fait bien du matchmaking entre l'un et l'autre. Mais au départ, quand il a commencé en disant « vous avez aimé ce livre, vous aimerez celui-là », quand il a commencé, il y a maintenant 10 ans, à faire le matchmaking n'était pas fin du tout. Quand il a démarré, c'était une base de données relationnelle typique. Aujourd'hui, c'est extrêmement poussé. Donc on en est là, si vous voulez. La pratique des data analytics et des big data sont en train de rentrer, d'investir le champ du matchmaking et puis va s'améliorer au fil du temps. Voilà, c'est de cet ordre-là. Hein. Maintenant, je n'ai pas eu de retour des utilisateurs, des gestionnaires de portefeuille des grands groupes qui me disent « bah oui, ce sont des... Je sais déjà que ce sont des outils qui sont systématiquement utilisés par les gestionnaires de portefeuille. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau du matchmaking, je n'ai pas encore eu de retour direct d'utilisateurs. Pour prendre une analogie, donc si les brevets sont des actifs immatériels, mais des actifs, au même titre que les bagnoles que chacun possède et garde sur un emplacement de parking, il faut leur rendre l'utilité en les mettant à disposition par une plateforme intermédiaire. Voilà, Plateforme intermédiaire, voilà. Et donc ces actifs, donc, pour les rendre disponibles, donc arriver à trouver ce matchmaking comme vous dites. Oui. Maintenant, il faudrait arriver à trouver l'acte d'achat unitaire de ces brevets qui soit facile à acheter, parce qu'un brevet, il est là, on ne sait pas comment l'utiliser. Il faudrait que les licences d'usage soient quelque chose de beaucoup plus simple. Donc c'est toute une réinvention des licences d'usage. Et si on arrive à le faire pour la SACEM avec des biens musicaux, on devrait être capable de le faire avec des biens de connaissances. Maintenant, je vois plus, moi, des commons pour faire ça. Et quand on voit les plateformes, je ne suis pas d'accord avec vous, qu'on me dise que les commons sont en régression. Quand on voit tout ce qui se passe avec les plateformes de MOOC et la mise à disposition en bien commun du savoir et des connaissances, aujourd'hui, je pense que ça devrait être également dans le domaine public, qu'on puisse, les universités, les mettre ces brevets pour leur faire sortir leur valeur. Un bien immatériel n'a de valeur que s'il est mis à disposition du plus grand nombre, justement en mettant à disposition avec des licences peut-être Creative Commons ou ces nouveaux types de licences à réciprocité, donc encore des modèles inventés, mais plus dans cette optique de les mettre dans les biens communs plutôt que d'en faire des biens privatifs. Alors je suis d'accord avec vous, effectivement je me suis mal exprimé sur les biens communs, je ne pense pas qu'ils sont en régression, c'est toujours en phase d'accélération. En revanche, ce qu'on constate et qu'on peut mesurer, c'est le nombre de contributeurs à Wikipédia qui lui est en régression, ça se mesure. Donc, en revanche, pour ce qui concerne votre idée de plateforme intermédiaire pour valoriser les brevets, c'est des fonds de brevets intermédiaires. Typiquement, vous avez des fonds américains qui sont des pots communs entre plusieurs centaines d'entreprises et qui sont là justement pour acheter de manière massive des brevets et les mettre dans ce pot commun et définir des licences pour chacune des sociétés. Et ces fonds utilisent les outils de data analytics auxquels je faisais allusion, d'une part pour identifier les brevets qui sont intéressants par rapport aux entreprises qui sont autour du fonds, qui participent, et après pour pouvoir mesurer l'abonnement que doivent payer chacune des entreprises pour avoir accès à ces différents... tous ces fonds et les entreprises qui sont autour utilisent tous les outils auxquels je fais allusion. S'il vous plaît, juste une remarque, je pense quand même qu'il y a une petite différence entre le sujet des brevets d'une part et les contributeurs comme le Huffington Post ou Uber finalement de l'autre, dans le sens où le brevet finalement est au bilan de l'entreprise, enfin y compris il peut y être, les contributeurs n'y sont pas.
Et c'est probablement ça qui n'est pas rentré dans le prisme de la tête des dirigeants d'entreprises diverses et variées, c'est le fait que ces contributeurs-là ne sont pas au bilan, et pour autant ils sont un élément fondamental du business model sur lequel ils se développent. Et donc, je ne sais pas s'il faut créer le partage de la valeur et rebondir sur ce que vous avez dit juste après, mais je pense que le vrai prisme, il est là-dessus, d'essayer d'intégrer ça comme un élément fondamental, un actif fondamental de l'entreprise. Oui, non, je suis d'accord. Alors, On rejoint les problématiques comptables du matériel. exactement. Aujourd'hui, donc on ne dure pas. Oui, tout à fait. Alors, les essais, les expérimentations qui ont été le plus avancées là-dessus, à ma connaissance, c'est une plateforme qui s'appelle Sensorica, qui a essayé à un moment donné de comptabiliser, enfin qui essaye toujours d'ailleurs aujourd'hui, de comptabiliser les contributions de manière comptable. En disant, bon, une contribution, elle a une valeur comptable, mais c'est une valeur comptable qui est plutôt homogène à un apport en capital, un apport en industrie. Voilà, c'est-à-dire que on lui donne une valeur faciale, et puis un jour, cette valeur va être monétisée, va rentrer dans le circuit du modèle économique de l'entreprise. Et puis on se rend compte que ce système-là a introduit un biais qui est que chacun des contributeurs a de la visibilité sur la valeur comptable des uns et des autres. Et ça crée des tensions, parce qu'ils disent attendez, lui, pourquoi pas moi, etc. Donc, il y a d'autres systèmes, je pense à Mangrove, qui essayent de dire il faut pas faire la comptabilité, il faut faire une comptabilité, mais pas une comptabilité au sens valeur ajoutée comptable. Il faut faire une autre comptabilité qui est une valeur utile, une utilité ajoutée, et une comptabilité qui définit la valeur, l'utilité ajoutée de chacune des contributions, mais qui va finalement ne se déboucler que lorsque ça se sera transformé à un moment donné en valeur marchande au bout du bout. Parce que, et ça confirme un peu, ça conforte un peu l'intuition qu'on peut avoir de ce système, c'est de dire, mais finalement, quand on fait une contribution à toutes fins utiles, on n'est pas sûr du produit qui va arriver au bout du compte, et dont la valeur utile dépend de l'utilisateur lui-même. Aujourd'hui, on parlait du livre de Jeremy Rifkin. Pour moi, il a beaucoup d'utilité parce que je le trouve inspirant. En revanche, pour ma fille de 14 ans, ça n'a aucun intérêt. Donc la valeur utile dépend de l'utilisateur lui-même. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut attendre que les contributions et la valeur, l'utilité ajoutée de chacune des contributions touchent l'utilisateur final pour être capable, sur la base du prix, de définir la rémunération équitable qui doit découler pour chacun des contributeurs. Et donc, l'idée de Mangrove, c'est de définir une comptabilité de la valeur utile ajoutée qui ne se déboucle finalement que quand elle a touché l'économie marchande. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il va falloir mettre une durée limite, au-delà de laquelle, finalement, les contributeurs n'auront plus droit à rien, même si leur contribution est valorisée dans une utilisation finale? Alors, vous dites, est-ce qu'il faut... Il y a quelque chose qui... Des contributions vont tomber dans un domaine public, et là, pour le coup, le contributeur ne pourra plus prétendre à une rémunération. Alors, le droit... À ma connaissance, là où je ne suis pas spécialiste, mais le droit d'auteur prévoit une durée, en fonction du type de propriété intellectuelle, prévoit une durée qui va aller de 70 à 99 ans. Hein? Bon, ça laisse le temps de nous faire quelque chose, mais la licence elle-même a le droit, vous êtes propriétaire de vos droits d'auteur, vous pouvez tout à fait définir la licence que vous voulez pour dire je cède mes droits pour une durée limitée. Et puis je souhaite avoir une rémunération équitable pendant tant de temps, mais au-delà, j'abandonne mes droits et ça deviendra un droit commun. Tout s'écrit. Ce qui me semble, c'est que la notion de licence à réciprocité et les tests montrent que finalement, il va y avoir une multiplicité de modèles qui va dépendre des plateformes qui vont exploiter et qui vont définir ce qu'est la rémunération équitable
de chacun des contributeurs. Puis un contributeur, lui, il va dire, bah, écoutez, moi je vois mon intérêt à travailler sur telle plateforme, mais je ne vois pas mon intérêt à travailler sur telle autre. Donc on va se déplacer en fonction de la manière dont la rémunération équitable est définie par telle ou telle plateforme. Je pense que ça peut rester au moins partiellement, majoritairement dans la sphère privée. Il n'y a pas besoin de réglementation pour ça. Mais aujourd'hui, on est dans la phase pionnière. Hein, donc tout ce que je vous dis, c'est une réflexion en cours. Hein, il n'y a pas de théorie universitaire sur le sujet.